Alors, je vous rappelle que le point qu'on voit aujourd'hui s'intitule « Nouvelles orientations de l'enseignement des langues » et je l'ai sous-titré « Vers une didactique du plurilinguisme ». Alors, cet intitulé « Didactique du plurilinguisme » est un intitulé récent, qui est peut-être un petit peu étonnant, donc on va essayer d'expliquer ça. Ce que je vais essayer de faire en vous donnant, sinon lecture, en tout cas le compte-rendu de 2 ou 3 rapports qui viennent de paraître ces 2 dernières années concernant l'enseignement des langues en Europe en général et en France en particulier. Un ouvrage dirigé par ma collègue Jacqueline Billiès de Grenoble 3, a inventé ce titre il y a maintenant 2 ans. Il s'intitule « De la didactique des langues à la didactique du plurilinguisme ». Et ce que ça veut pour faire un peu court, trop court sans doute, c'est qu'on envisage aujourd'hui de ne plus réduire l'enseignement des langues à l'enseignement à chaque fois d'une langue précise, éventuellement dissocier des autres langues que pratiquent ou apprennent les élèves, les apprenants, mais au contraire, l'idée, c'est d'inscrire très explicitement l'enseignement de chaque langue dans l'ensemble des pratiques linguistiques et des apprentissages. Que les gens n'apprennent pas à parler le français ou l'anglais ou l'arabe ou l'Aoussa, mais qu'ils apprennent à être plurilingues. Et donc à se construire un répertoire langagier dans lequel il y a plusieurs langues. Alors ça fait écho à un principe important que j'ai souvent prononcé devant vous, c'est l'idée que les bilingues ne sont pas des doubles monolingues, que les plurilingues ne sont pas des gens qui juxtaposent des langues étanches les unes aux autres dans leur tête, mais des gens qui articulent tout ça. Et donc que les sociétés qui sont bilingues ou plurilingues sont des sociétés dans lesquelles les usages des langues sont mélangés, articulés, organisés les uns par rapport aux autres. L'idée, c'est de transposer ça à l'enseignement des langues en se disant, puisque les plurilingues, puisque les sociétés plurilingues pratiquent le plurilinguisme de cette façon, on va en faire l'objectif de l'apprentissage et on va en faire l'objet de l'apprentissage. Donc on ne va pas enseigner une langue, on va enseigner le plurilinguisme. Ça, c'est une orientation qui apparaît depuis 2 ou 3 ans seulement, qui est issue des réflexions des décennies précédentes et qui fait une certaine place très cohérente à quelque chose que vous connaissez déjà, qu'on a déjà cité, qu'on a vu dans des méthodes, qui est l'approche interculturelle. L'approche interculturelle, c'est, je vous rappelle, ce qui, sur le plan des aspects culturels, privilégie la rencontre, l'intertolérance, l'acceptation de l'altérité, les mélanges, les métissages des cultures et des identités. On va essayer d'envisager la même chose sur le volet linguistique de l'enseignement des langues et des cultures. Alors, les documents que je vais vous citer sont des rapports établis soit par des chercheurs, soit par des décideurs à propos de la situation actuelle de l'enseignement des langues en Europe ou en France et aboutissant à des propositions très concrètes et très précises que je vais vous citer pour que vous voyez quelles sont les directions qui sont prises, sur quelle base vont se construire les méthodologies les plus innovantes, les plus actuelles concernant l'enseignement, alors non plus des langues en tant que telles, ni même des langues et des cultures, ce qui est déjà un gros progrès, mais du plurilinguisme interculturel. Le premier document que j'ai sous les yeux, il est téléchargeable gratuitement sur Internet, sur le site du Conseil de l'Europe, puisqu'il a été publié par le Conseil de l'Europe. Ça s'intitule
Vous n'êtes pas obligé de tout noter dans le détail, je vous donnerai les documents nécessaires pour ça après, mais l'intitulé est significatif, vous allez voir, Guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. C'est un guide qu'on donne aux décideurs, à ceux qui mettent en place les politiques linguistiques éducatives, c'est-à-dire les politiques qui à la fois visent l'enseignement des langues et la pratique des langues dans les sociétés. Guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe, et le sous-titre est de la diversité linguistique à l'éducation plurilingue. On constate la diversité linguistique de l'Europe et on propose une éducation plurilingue. Ce guide a été rédigé, il faut le dire, et les en féliciter, par deux chercheurs en didactique des langues que sont Jean-Claude Béaco et Michael Biram. C'est pareil, je vous donnerai les références précises. La version complète que j'ai sous les yeux, sa première édition date d'avril 2003. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très récent puisque c'est disponible depuis 1 an à peine. Alors, je vais d'une part vous donner quelques éléments sur la structure de ce guide, que vous pourrez lire dans le détail si vous en avez envie, ou éventuellement dont vous pourrez lire une synthèse qui est aussi disponible sur le site du Conseil de l'Europe. Donc, des éléments du plan pour que vous voyez comment c'est structuré, et puis on ira regarder un peu plus dans le détail un certain nombre des affirmations qui sont proposées. Alors, éléments du plan. D'abord, les auteurs font un constat. Quelle est la situation des langues? Quelles sont les politiques linguistiques dans les pays d'Europe? Petite précision, quand on parle du Conseil de l'Europe, ce n'est pas seulement l'Europe à 25, puisque c'est tout proche là, hein. C'est l'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe qui sont plus nombreux que les États adhérents à l'Union européenne. Et donc, ce qu'ils constatent, c'est que dans la majorité des États, pas dans tous, les politiques linguistiques ont tendance à privilégier le monolinguisme. Et donc qu'elles ont créé une culture du monolinguisme, ce qu'ils appellent même une idéologie du monolinguisme. Le fait de croire que le monolinguisme est quelque chose de normal et peut-être même quelque chose de souhaitable. Le fait de croire que tout est plus simple quand on parle tous la même langue dans un État. Or, en fin de compte, on se rend compte que ça pose beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Notamment du point de vue de l'enseignement, de l'apprentissage, de la pratique de langues diverses des gens, des populations qui vivent autour de nous. Et ce constat est vrai aussi pour des États qui sont réputés être favorables à la diversité linguistique, qui ont par exemple beaucoup de langues officielles. Mais en fin de compte, dans ces États-là, comme la Belgique, comme la Suisse, le plurilinguisme n'est qu'une juxtaposition de monolinguisme. On parle une langue, c'est la langue officielle de la partie du pays où on vit, et on fait tout pour que tout fonctionne dans cette langue-là. Il est même, dans un certain nombre de ces États, pourtant plurilingues, interdit aux enfants d'être scolarisés dans d'autres langues que la langue de la partie du pays où ils sont. Vous êtes en Flandre, en Belgique, la scolarisation c'est en flamand, en néerlandais. Pas question de mélanger du français chez les Flamands ni du flamand chez les Français. Vous êtes en Suisse alémanique, la langue de scolarisation, la langue publique, c'est l'allemand ou le suisse allemand. Et il n'est pas question d'y développer de l'enseignement de l'italien, du français ou du romanche, que sont les 3 autres langues officielles de la Confédération helvétique. Donc même dans les États d'Europe qui sont plutôt plurilingues, la tendance, c'est quand même un plurilinguisme qui n'est qu'une juxtaposition de monolinguisme. Parfois, c'est un peu plus souple, mais c'est marginal. Donc, la première constatation, c'est celle-là. L'idée que l'Europe, et alors la France a fortiori, se sont développées autour d'une idéologie du monolinguisme. On a fini par faire croire aux gens que le monolinguisme, c'était normal, c'était comme ça qu'il fallait que ça marche. Ce qui va poser des problèmes
notamment sur le plan de la diffusion et de l'enseignement des langues, puisque dans une société qui considère que parler une seule langue, c'est normal, dire aux gens « oui, mais il faut quand même en apprendre d'autres », on ne peut plus se contenter d'en parler une seule, ça crée une fracture, ça crée une rupture. Les gens n'ont pas une culture du plurilinguisme, ils ont une espèce de crainte, d'inquiétude, de réticence peut-être même, vis-à-vis du plurilinguisme. La société française en est un très très bon exemple, hein, puisque vous savez que l'une des missions principales de l'éducation nationale en France a été depuis bientôt 30 ans qu'elle est laïque, gratuite et obligatoire, de faire en sorte que les Français deviennent monolingues. Ça a pris 130 ans et ce n'est pas tout à fait réussi. Et on en arrive un siècle et un petit peu plus tard à dire oui, ben, en fin de compte, il va peut-être falloir qu'on pense à ce que les gens apprennent très tôt une deuxième langue puis une troisième langue. Vous imaginez qu'on ne passe pas comme ça d'une société qui a promu le monolinguisme à une société qui se met à promouvoir le plurilinguisme. Dans la tête des gens, dans les habitudes, rien n'est fait pour les préparer à parler plusieurs langues. Donc il y a un problème culturel qui est lié aux habitudes, aux politiques, aux traditions des États-nations européens. Ensuite, les auteurs de ce rapport constatent que la construction de l'Europe, et notamment la politique menée par le Conseil de l'Europe, qui a en charge des questions linguistiques et culturelles, et non pas des questions économiques ou diplomatiques, se fonde justement sur le principe de la rencontre entre les gens. Et la rencontre entre les Européens et entre tous les gens qui vivent en Europe doit passer par le plurilinguisme. On ne peut pas imaginer que les Européens vivent ensemble si chacun dans son coin ne parle que sa langue et pas la langue de son voisin. Le jour où ils vont se rencontrer, ça va poser des problèmes de communication. Donc, le principe fondateur, c'est les Européens doivent être formés à parler plusieurs langues. Sinon, ils ne pourront pas vivre ensemble, en tout cas mal. Et donc, ça érige en principe, en normalité, en objectif, le plurilinguisme, et non plus le monolinguisme. La diversité linguistique, et non pas l'homogénéité linguistique. Et on y reviendra avec le rapport qui suit, à l'intérieur même des langues. Parce que l'idéologie du monolinguisme va loin, puisqu'elle touche aussi chacune des langues qui est souvent perçue comme devant être homogène. Donc la France aussi est un très bon exemple, alors puisqu'on y est, gardons-le. Non seulement l'idéologie dominante, c'est en France, on doit tous parler une langue et une seule, le français, mais on doit tous parler une langue et une seule, dans une seule variété, de la même façon. Le bon français, celui qu'on dit correct, celui qu'on prescrit de façon normative. Et on essaye, ou on a essayé longtemps d'éliminer, et l'école a joué et continue à jouer un rôle important, les autres façons de parler français. Donc, les enfants qui arrivent à l'école depuis des générations, en France, mais pas qu'en France, on leur dit non seulement si vous parlez autre chose que le français, c'est mal, donc il n'est pas question de parler ni patois, ni gallo, ni breton, ni provençal, ni arabe, ni italien, ni kabyle, quelles que soient vos origines, français, et en plus tous français de la même façon. Donc parlez français, mais attention, il n'est pas question de parler français ni comme on le parle à Marseille, ni comme on le parle à Saint-Malo. Vous parlez français comme on ne le parle pas dans les livres. Voilà. L'idéologie du monolinguisme, c'est une idéologie de l'homogénéité linguistique. Derrière, il y a évidemment une idéologie du purisme et peut-être même une idéologie de la pureté, ce qui est encore plus grave. La construction de l'Europe, surtout du point de vue des relations culturelles et linguistiques entre les Européens, ne peut que constater la diversité irréductible et donc considérer que c'est comme ça que ça doit être. C'est normal. Ce n'est pas une mauvaise fatalité qui vient frapper les humains qu'ils parlent plusieurs langues, parce que les humains ont besoin de parler des tas de langues différentes. On va même constater, on le verra, que de toute façon, ce n'est pas un problème pour eux, parce qu'ils sont parfaitement équipés pour. Et donc, l'idée, c'est, si on veut que les Européens vivent ensemble, il faut développer non seulement le plurilinguisme, mais développer aussi un regard positif sur l'hétérogénéité linguistique, sur la diversité linguistique. Que les gens ne parlent pas tous de la même façon et ne parlent pas tous la même langue, ce n'est pas un handicap,
ce n'est pas quelque chose qu'on doit regarder avec une curiosité douteuse, mais au contraire, c'est une richesse, quelque chose qu'on doit apprendre à accepter, qu'on doit apprendre à intégrer dans nos relations aux autres. Comme c'est mutuel, ça ne crée pas de fracture, ça ne crée pas d'incommunicabilité, au contraire, si chacun respecte la diversité linguistique des autres, mais en même temps apprend les langues des autres, ça ne pose pas de problème d'échange, au contraire, ça les facilite. Donc ça, c'est un principe fondateur. Après, évidemment, ce rapport de recherche insiste sur le fait que c'est bien beau ça, mais que pour le mettre en œuvre, il faut bien tenir compte de la réalité. La réalité, c'est des institutions, c'est des traditions, c'est des cultures, et on ne change pas tout ça comme ça d'un coup de baguette magique du jour au lendemain. Par exemple, on sait que la plus mauvaise façon d'essayer de faire apprendre les langues, c'est de réunir 30 ou 40 apprenants en même temps dans une classe pour 50 minutes, 4 fois par semaine. C'est sans doute ce qu'il y a de plus inefficace. Sauf qu'il y a des tas d'institutions scolaires qui sont organisées autour de ces principes-là et qu'on ne va pas les changer du jour au lendemain. Alors, bon, on va peut-être essayer de les changer, mais en même temps, il faut bien observer ces pratiques institutionnelles et puis essayer de faire avec pour les faire évoluer doucement, non pas en allant contre, mais en travaillant avec. Enfin, donc, le rapport en question propose des façons de développer une éducation plurilingue. Et donc, ça s'organise autour de 2 grands principes. Le premier, et c'est très significatif que ce soit le premier, c'est il faut d'abord créer une culture du plurilinguisme. Il faut d'abord habituer l'ensemble des sociétés, tous les gens qui y vivent, à ce que le plurilinguisme soit là, partout, partagé par nous tous. Alors non seulement dans la formation, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut plus se contenter d'une seule langue, qu'on ne peut plus se contenter d'une seule deuxième langue. Vous savez, le monolinguisme langue 2 qui frappe l'Europe de façon terrible. La France, encore une fois, est un bon exemple. Il y a d'abord le monolinguisme langue 1, c'est le français. Et puis ensuite, ah oui, non, si, c'est vrai, les petits Français, et peut-être même parfois les adultes, apprennent tous, ou presque tous, une autre langue. Sauf que c'est tous la même. Enfin, à 99%, dans leur cursus linguistique, ils apprennent tous l'anglais. Et donc, le monolinguisme va loin, puisque vous voyez que non seulement il essaye d'homogénéiser les langues à l'intérieur même des langues, mais il envisage même que l'enseignement des langues, ça soit un enseignement d'un deuxième monolinguisme. Donc il y a des flux énormes d'Européens, de jeunes Européens, qui apprennent l'anglais, et uniquement l'anglais. Alors ça rend des services, mais ça pose aussi des problèmes, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de relations entre Européens qui ne seront pas possibles, sauf à passer par une langue tierce, qui évidemment ne crée pas une relation aussi intime, aussi directe, aussi riche, y compris sur le plan interculturel, puisqu'on passe par une langue instrumentale qui n'est la langue véritablement vécue au quotidien par aucun des deux interlocuteurs. Donc, sont en train de passer à la trappe en France, par exemple, en Europe en général, des langues européennes pourtant relativement importantes, comme par exemple, vous le savez bien, l'allemand ou l'italien. Il y a de moins en moins de gens qui apprennent l'allemand et l'italien en Europe. Or, vous prenez l'allemand, c'est quand même une langue parlée par énormément d'Européens, langue officielle de plusieurs États européens. Quel est le pourcentage de jeunes Français qui apprennent l'allemand en France? Extrêmement réduit. Vous voyez le problème que ça pose. Et c'est vrai pour toute une série d'autres langues, y compris des langues non européennes qui pourtant nous seraient bien utiles, y compris parce qu'elles sont apportées en Europe par les populations migrantes. Combien y a-t-il d'Européens qui apprennent l'arabe et qui peuvent créer une relation, des échanges, une compréhension mutuelle avec les gens qui sont arabophones sur Terre? Et pourtant, il y a une partie de la population qui vit en Europe qui à l'origine est porteuse de cette langue-là. Mais vous savez ce qu'elle est en train de faire, cette population? Elle est en train d'abandonner sa langue d'origine. Et vous savez comme moi que alors la France, de ce point de vue-là, c'est les arabophones du Maghreb, les Maghrébins de la 2e ou de la 3e génération, pour l'immense majorité d'entre eux, évidemment en France devenus français comme tous les autres, ni plus ni moins,
ils perdent aussi les langues d'origine, tout comme nous avons perdu le breton, le gallo, le provençal, l'italien ou le polonais pour les migrations du début du siècle. On est en train de perdre l'arabe aussi. Donc on perd du plurilinguisme et de la possibilité d'échange avec les autres. Donc, créer une culture du plurilinguisme, c'est important. C'est-à-dire faire en sorte qu'être plurilingue, ça soit normal, que les sociétés soient plurilingues. Qu'on ne puisse plus vivre en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en ne voyant autour de soi à peu près que du français, de l'allemand ou de l'anglais. Mais qu'on puisse avoir accès à la radio, à la télé, dans les ouvrages, dans les spectacles, dans les rues, en entendant les gens parler à toutes sortes d'autres langues. Par exemple, quand les gens prennent le métro à Rennes, qu'ils ne se retournent pas quand ils entendent quelqu'un parler une autre langue que le français. Vous avez observé ce qui se passe dans le métro si brutalement 3 personnes rentrent et parlent. Allez, mettons, on va prendre un truc exotique, breton. Même à Rennes, les gens se retournent et écoutent. Tiens, qu'est-ce qu'ils parlent? Alors, je ne vous parle pas de leur réaction s'ils parlent swahili ou kabyle, évidemment. Cela dit, il y a une partie des gens qui sont tellement peu habitués à entendre des langues autour d'eux qu'ils peuvent parfaitement entendre du breton et croire que c'est du kabyle, et réciproquement. Et ça aussi, c'est un problème d'éducation au plurilinguisme. On n'est même pas capable de reconnaître les langues que les gens parlent autour de nous. Donc il faut créer une culture du plurilinguisme, parce qu'une fois que c'est devenu normal d'être plurilingue, alors on a mis en place les conditions qui rendent possible, qui rendent plus facile, qui rendent plus motivé l'apprentissage des autres langues. Comment voulez-vous motiver les gens à apprendre des langues dans une société où de toute façon on a l'impression qu'on n'en a pas besoin? Il y a plein de gens qui ont l'impression qu'on n'a pas besoin. On leur dit, si, c'est bien de parler l'anglais, l'allemand, l'italien, l'arabe, le chinois. Oui, d'accord, mais au quotidien, l'usage, il le voit où? S'il le voyait, il l'apprendrait. Donc, créer une culture du plurilinguisme, c'est vraiment absolument primordial. Et puis, reste, deuxième piste, à organiser l'éducation plurilingue. Alors, organiser l'éducation plurilingue, ça veut dire identifier les besoins, mais les besoins attestés, les besoins qui sont issus de la demande sociale et des pratiques sociales. Quand les gens vont apprendre les langues, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? De quoi ils ont besoin? À quoi ça leur sert? Pas s'imaginer enfermé dans son bureau tout seul, je vais leur enseigner telle langue et puis ils vont avoir besoin de ça, ça et ça. Ce qui est souvent aboutit à un enseignement qui justement ne sert pas à grand-chose parce que parfois on ne se pose même pas la question d'à quoi ça sert de parler une langue. C'est quand même aussi un outil de communication. Mais identifier des besoins sociaux et y répondre. Faire des pratiques sociales et des besoins sociaux les objectifs de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Évidemment, ça va renforcer l'aspect approche communicative, approche interculturelle. Et ça va mettre en question, d'où les problèmes institutionnels, beaucoup de choses qu'on enseigne et qu'on fait apprendre et qui sont intransférables dans une pratique linguistique. Le nombre de gens qui ont appris par cœur à réciter des conjugaisons dont ils ne font jamais rien, des listes de vocabulaire qu'ils n'ont plus jamais utilisées après les avoir récitées, etc., etc. Je ne vous parle pas des exercices stupides dans lesquels on fait écrire des phrases qui n'ont aucun sens. Ça met en question évidemment ces pratiques-là et pourtant, hélas, elles sont répandues. Ça veut dire aussi essayer de créer de la cohérence, alors je vais préciser un peu, à la fois horizontale et verticale dans les dispositifs d'éducation au plurilinguisme et donc d'enseignement des langues. Cohérence horizontale, ça veut dire que les principes méthodologiques qu'on met en œuvre, ça soit les mêmes dans les différentes langues que, par exemple, les enfants à l'école ou les adultes en formation continue apprennent. Que les principes méthodologiques soient cohérents entre eux. Parce que dans les faits, qu'est-ce qui se passe souvent? On apprend une langue d'une certaine façon, avec une certaine méthodologie, certains objectifs, certains types de supports, puis on en apprend une deuxième avec une toute autre méthodologie, d'autres supports, d'autres objectifs, éventuellement contradictoires l'une avec l'autre. Ça ne facilite pas l'apprentissage, comme vous pouvez l'imaginer. Et il faut inclure là-dedans les enseignements dits de langue maternelle, c'est-à-dire en fait de langue scolaire. En France, les enfants ont des cours de français qui
mettent en œuvre un certain nombre de choix didactiques et pédagogiques qui sont très souvent très différents, voire incohérents et contradictoires avec ce qu'on fait dans l'enseignement des autres langues. Or, bien sûr, il y a des spécificités et des différences, mais il y a aussi des points communs, c'est des langues, tout ça. C'est quand même très étonnant qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Parfois même, la terminologie qui est employée pour parler de la langue n'est pas la même. Donc il faut qu'ils apprennent une terminologie pour parler d'une langue qu'ils sont en train d'apprendre et une autre terminologie pour parler d'une autre langue qu'ils sont en train d'approfondir. Mettons que ce soit leur langue maternelle. Ça ne facilite pas les choses. Voilà ce qu'on peut appeler la cohérence horizontale. Puis il y a la cohérence verticale, c'est le fait que tout au long du cursus d'apprentissage, les principes méthodologiques soient cohérents, construisent un tout de façon complémentaire, au lieu de créer des ruptures. Or, il vous est arrivé, je suis sûr, dans votre cursus scolaire, d'avoir travaillé, alors on va prendre un exemple banal, l'anglais avec un enseignant en 6e selon une certaine méthode et certains principes, puis vous arrivez en 5e, c'est fini, on change tout, on ne fait plus la même chose. C'est plus les mêmes principes, c'est plus la même méthodologie, c'est plus les mêmes activités, c'est plus les mêmes objectifs. C'est même plus la même vision de la langue. Quand on a commencé à enseigner les langues vivantes à l'école primaire en France, il y a quelques années, c'est tout récent, avant que ça devienne obligatoire depuis 2002, il y a des élèves qui avaient une initiation à l'anglais en CE2, à l'allemand en CM1, et puis à rien en CM2, ou parfois à rien en CM1, puis ensuite à l'allemand en CM2, parce que ça dépendait des disponibilités, des compétences des enseignants. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'ils construisent comme apprentissage ? Il n'y a pas de cohérence verticale. L'idée, c'est qu'il y ait une cohérence verticale, ça va quand même probablement favoriser les apprentissages. Et puis, et il termine par là, évidemment, susciter l'innovation pédagogique, enfin, c'est-à-dire, par exemple, ce qui se fait encore rarement, utiliser les langues à apprendre, le plurilinguisme, non pas seulement comme un objet d'apprentissage, mais aussi comme un moyen d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprenne les langues et l'usage de plusieurs langues aussi, en même temps qu'on fait des maths, de la gym, de l'histoire, des travaux manuels, qu'on apprend la mécanique automobile ou l'informatique. Et évidemment, ça relève du principe immersif et c'est un principe efficace. Mais vous savez que pour l'instant, c'est très peu répandu. Donc l'innovation pédagogique de ce point de vue-là, l'innovation pédagogique en utilisant des cadres d'évaluation et des objectifs qui soient raisonnables et rationnels. Alors, ça fait évidemment écho à ce qu'on appelle le cadre européen commun de référence, qu'on verra ensemble la prochaine fois, qui a identifié des seuils de compétences, et donc dont les objectifs sont très modestes. Parce que l'un des problèmes de l'enseignement des langues, qui est l'une des causes de son inefficacité, c'est son degré d'exigence trop élevé. Le perfectionnisme démotive. En fin de compte, il empêche l'apprentissage au lieu de le favoriser. L'idée, c'est que, on va le retrouver dans le rapport qu'on va voir juste après, toute pratique d'une autre langue, même rudimentaire, même hésitante, même mélangée, alternée, c'est déjà bien. Et qu'il faut avoir des visées avec des paliers qui soient très modestes. Qu'à force de poser en modèle le monolingue langue 1, qu'on ne sera jamais puisqu'on n'est pas des monolingues langue 1 mais des plurilingues langue 2 ou 3, on démotive les gens, on les décourage d'apprendre parce qu'on leur propose un modèle qui ne convient pas et des marches à monter qui sont beaucoup trop hautes pour eux. Donc c'est réorganiser, restructurer, rendre plus modestes mais plus efficaces les objectifs de l'enseignement des langues. Ça va favoriser l'apprentissage de plusieurs langues et donc la pratique du plurilinguisme. Et puis, je termine avec ça. Dans l'innovation pédagogique, il y a évidemment l'approche interculturelle, qui là aussi est explicitement proposée.
c'est-à-dire, au fond, centrer la pratique des langues sur la relation à l'autre, sur la rencontre avec l'autre, sur les modalités de la rencontre de l'autre. Ça veut dire, évidemment, adapter les enseignements et les apprentissages à chacun, aux besoins de chacun, aux préacquis des apprenants. Et non pas balancer un enseignement standard, le même pour tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Donc, pratiquer un certain nombre de principes pédagogiques, comme par exemple celui de la pédagogie différenciée, celui de l'apprentissage autodirigé, celui des activités individualisées, en multipliant les supports et les configurations pédagogiques. Voilà ce que nous propose ce rapport, dont je vous conseille vivement la lecture par ailleurs, puisque vous êtes les enseignants qui vont développer l'éducation au plurilinguisme demain. J'aimerais autant que vous le fassiez dans cet esprit-là, dont on peut penser qu'il est mieux fondé et qu'il sera probablement plus efficace. Et donc, je vous propose de jeter ensuite un œil à un rapport qui, lui, est franco-français. Il s'agit du rapport Legendre, du nom du sénateur, qui a présidé une commission du Sénat chargée de faire un bilan sur l'enseignement des langues étrangères en France. C'est un document qui, lui aussi, est téléchargeable sur Internet, sur le site du Sénat. Il a été présenté lors de la séance du 12 novembre 2003. Vous voyez que c'est un document récent. Donc une grande enquête, apparemment bien faite et bien informée, sur la situation actuelle de l'enseignement de ce qu'on appelle les langues étrangères dans le système éducatif français. Un constat et des propositions. Alors là, c'est la même chose. Je vais vous dire rapidement quel est le constat. Vous allez voir qu'il est très négatif. Et puis, je vais vous montrer quelles sont les propositions qui sont faites. Alors, les points clés du constat. 1. La diversification, le pari manqué. On n'a pas réussi à diversifier les apprentissages des langues dans le système éducatif français. Et on identifie, je n'entre pas dans le détail, les raisons principales de cet échec, qui sont à la fois institutionnelles, culturelles, comme on vient de le voir, liées aussi à des problèmes de formation des enseignants et à des manques de moyens dans les institutions concernées. L'échec de la diversification aboutit évidemment à l'inverse à, deuxième partie du rapport, une homogénéisation croissante des profils linguistiques, c'est-à-dire des choix de langue. On a fondé en France un grand espoir sur l'introduction de l'enseignement des langues étrangères et régionales, c'est comme ça qu'elles s'appellent, dès l'école primaire. Et on s'est dit, on va justement, en suscitant très tôt des apprentissages, d'abord les rendre plus efficaces, et puis justement permettre une diversification. C'est-à-dire arrêter cette tendance forte à la concentration sur anglais-espagnol. Parce que si vous enlevez anglais-espagnol, le pourcentage d'élèves qui apprennent autre chose, et c'est anglais langue 1, espagnol langue 2, l'inverse est déjà beaucoup plus rare, hein, évidemment. La constatation, c'est que ça n'a pas marché. D'ailleurs, l'un des paragraphes s'intitule « Le tunnel de l'anglais commence à l'école ». Vous voyez l'image, hein, à l'école primaire. Et donc, ce que produit notamment le système éducatif au niveau secondaire, collège et lycée, c'est ce qu'on appelle une standardisation linguistique consolidée. Tout le monde fait les choix des deux mêmes langues. Ça aboutit à une question que je vous livre telle que « Vers la fin d'une hiérarchie absurde et nuisible entre les langues ?» Point d'interrogation. Vous dormirez là-dessus cette nuit. C'est apparemment donné un élément de réponse.
Et évidemment, ça constate qu'un certain nombre d'enjeux importants de l'enseignement des langues en France ont été négligés, notamment l'idée que l'anglais n'est pas suffisant, c'est bien mais ça ne suffit pas, que les langues sont importantes aussi dans les formations professionnelles, qui est un endroit où on les néglige beaucoup, et en formation continue a fortiori, que les langues de l'immigration, tout comme on l'a fait pour les langues régionales 2 générations plus tôt, sont là aussi un enjeu négligé dans le plurilinguisme français. Après avoir situé le problème à l'échelle européenne que nous venons de voir, on en arrive à des propositions. Voilà ce que cette commission propose pour modifier la politique linguistique éducative en France. Le premier point, et le fait qu'il arrive en premier, tout comme tout à l'heure, est très signifiant, c'est agir sur les attitudes, gagner l'opinion publique à la cause du plurilinguisme. C'est exactement la même chose que ce que disait le rapport Beaco-Biram, créer une culture du plurilinguisme. Donc, sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance de la chose, mais aussi le lui montrer en mettant du plurilinguisme en œuvre un peu partout autour de nous. Ça implique au passage, je vous le signale, puisque nous sommes à l'université, de développer la recherche sur le plurilinguisme, c'est-à-dire de développer les travaux scientifiques qui alimentent la réflexion de la didactique des langues. Le deuxième principe, c'est d'adapter l'enseignement des langues aux situations locales, et notamment de s'appuyer sur les ressources disponibles, les ressources linguistiques disponibles localement, et sur la proximité géographique des langues. Le fait qu'il y ait des populations migrantes, le fait qu'il y ait juste à côté des gens qui parlent massivement une certaine langue, est une véritable ressource à exploiter pour favoriser les apprentissages et les facilités. Ça dit explicitement la chose suivante, et ça prend tout son sens, parce que la politique française n'a jusqu'à présent pas vraiment été celle-là. Il faut articuler l'enseignement des langues dites étrangères avec l'enseignement des langues régionales, la valorisation des gisements linguistiques locaux, entre parenthèses, potentiel dialectophone de la population, on veut parler des langues locales de France, présence de communautés étrangères issues de l'immigration ou de locuteurs natifs. Ça, vous remarquerez qu'on s'en sert quand même jusqu'à présent bien peu dans les stratégies didactiques et pédagogiques en France. Ça propose aussi, comme tout à l'heure, de renforcer la cohérence et la lisibilité des parcours de langue, cohérence horizontale et cohérence verticale. Quelque chose qui va vous faire plaisir, puisque ça va faire écho à des vécus très proches encore pour vous. Un enseignement des langues rénové, plus attractif, plus efficace, diversifié et évolutif. Sous-entendu, quand même, excusez-moi, jusqu'à présent, l'enseignement n'était pas vraiment attractif, pas vraiment efficace, les parcours n'étaient pas vraiment diversifiés, pas vraiment évolutifs. En creux, c'est ça qu'on va lire. Donc, proposer aux élèves des parcours de langue souples et diversifiés, pas les enfermer dans des tunnels où ils font tous forcément la même langue, de la même façon et la même chose. Ça veut dire multiplier l'offre aussi. Évidemment, ça a un coût, mais le bénéfice est peut-être encore meilleur après. Organiser des groupes d'élèves autour de la définition d'objectifs à court terme, ciblés sur des compétences précises. La pédagogie différenciée dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire pas le même enseignement massif plaqué à tout le monde. Doter chaque élève d'un carnet de route sur le modèle du portfolio européen des langues, on en parlera la prochaine fois, lui permettant de se fixer des repères lisibles dans son apprentissage et vis-à-vis de ses objectifs. Désenclaver les langues par la promotion et le développement de l'interdisciplinarité. Ça veut dire notamment utiliser la notion de langue moyen d'enseignement et moyen d'apprentissage, c'est-à-dire faire entrer les langues dans les apprentissages d'autres disciplines. On ne fait pas de l'anglais dans le cours d'anglais. On travaille le plurilinguisme dans l'ensemble de ce qu'on apprend à l'école. C'est ça l'idée. Faire sortir les langues des cours de langue.
utiliser tous les supports qui permettent de faire vivre la langue autrement que de façon traditionnellement académique et scolaire. Alors pour cela, on propose par exemple, pour aider les élèves, de familiariser les enfants à la diversité des variétés linguistiques. Et là, vous retrouvez un point dont on parlera aussi bientôt, c'est la notion d'éveil au langage, qui est une piste didactique et pédagogique qui s'est très récemment développée aussi grâce au Conseil de l'Europe. C'est à l'idée d'éveiller chez les enfants très jeunes, dès l'école maternelle, leur ouverture à la diversité des langues. Et quand on dit diversité des langues, on veut dire le fait qu'il y ait plusieurs langues qui vivent autour d'eux, mais aussi le fait qu'à l'intérieur de chaque langue, il y a de la diversité. Ça cite d'ailleurs très précisément la méthode Eve-Lang d'éveil au plurilinguisme. Favoriser une familiarisation plus fréquente avec des situations concrètes de communication. Ce qui, normalement, est le credo de la didactique des langues depuis bientôt 40 ans quand même. Hein. Mais en 2003, on a besoin d'affirmer qu'il va falloir le développer. Probablement parce qu'on ne l'a pas fait suffisamment. Et puis, on parlait tout à l'heure d'avoir des ambitions, des objectifs modestes et adaptés. En voilà des concrétisations. Donner une large portée à la notion d'intercompréhension entre les langues, c'est-à-dire l'idée qu'on peut communiquer à travers des langues différentes. Que dès lors qu'on apprend une langue romane, ça nous ouvre la communication avec les gens qui parlent d'autres langues romanes que celle-là. Que quand on apprend le corse, c'est une langue romane, ça ouvre la communication avec les gens qui parlent italien, provençal, espagnol, portugais, catalan, romanche. Et donc, si on présente bien cet apprentissage de cette façon-là, en entrant par une langue, déjà, on s'ouvre sur du plurilinguisme, que un veut dire plusieurs, à condition qu'on développe la notion d'intercompréhension, qu'on mette les élèves en situation, les apprenants en situation, de s'y préparer, de développer leurs compétences à la compréhension entre les langues apparentées. Ce qui nous amène à, je cite toujours, ne pas sous-estimer le concept de compréhension passive. Les compétences en langue ne sont pas que les compétences actives, c'est-à-dire les compétences à produire des messages. C'est aussi les compétences à les recevoir et à les comprendre. Et c'est déjà bien. C'est-à-dire, avoir des compétences en langue, ce n'est pas simplement être capable de les parler, c'est aussi être capable de les comprendre. Et c'est bien de comprendre les langues des autres. Il est souvent plus facile de faire appel à sa compétence passive qu'à sa compétence active. Notre compétence passive est toujours plus grande que notre compétence passive, dans n'importe quelle langue, que notre compétence active, pardon. En clair, nous pouvons tous comprendre beaucoup plus de choses que nous pouvons dire. Alors, on peut imaginer des situations où chacun parle une langue dans laquelle il a une bonne compétence active qui est comprise de façon passive par son interlocuteur et donc on a des conversations en langue croisée. Ce que nous devons développer chez nos élèves, ce n'est pas simplement le fait de parler les langues qu'ils apprennent, c'est aussi et surtout de les comprendre. D'ailleurs, vous avez remarqué, jusqu'à présent, on a quand même plutôt fait le contraire. Hein. On a souvent vu des élèves qui sortaient de classe en étant capables de dire des choses, mais pas capables de comprendre ce qu'on leur dit. Parfois même, pas capables de comprendre quand on leur dit à eux ce qu'eux ont appris à dire aux autres. On les a tellement pas préparés à écouter les gens parler qu'on leur dit des phrases qu'ils ont par ailleurs apprises à répéter et ils ne les comprennent pas. L'idée là, c'est de renverser la priorité parce que la compétence passive, c'est une vraie compétence. Elle est utile et elle permet de développer le plurilinguisme. Et donc, ça nous amène à la dernière modestie dans les ambitions, c'est la notion de compétence partielle. C'est le refus du perfectionnisme, l'idée que personne n'a de compétence totale, qu'on ne peut jamais apprendre une langue dans sa totalité, et donc c'est déjà bien si on en comprend un peu, si on peut dire un certain nombre de choses. Avoir des ambitions modestes, c'est poser des objectifs plus efficaces parce qu'atteignables. Avoir des ambitions d'emblée trop élevées, c'est poser des objectifs inatteignables et donc
mettre en place un enseignement inefficace. C'est ça la notion de compétences partielles. Alors, quand je dis partielles, ce n'est pas simplement sur la quantité de choses qu'on sait comprendre et qu'on sait dire, ni même la quantité de langues dans lesquelles on peut faire ça, c'est aussi la qualité. On n'est pas obligé d'avoir des compétences en italien comme un italophone, langue première, langue base. On n'est pas obligé d'avoir des compétences actives en anglais comme un anglophone monolingue. On peut parfaitement avoir des compétences actives et passives. Alors, prenons l'exemple des compétences actives, rudimentaires, partielles, dans la prononciation, dans la syntaxe, dans le vocabulaire, dans la façon dont on organise les messages. Si déjà ça permet de communiquer avec les autres, bravo. Il vaut mieux ça que ne pas communiquer du tout, simplement parce qu'on a peur de faire des fautes. La pire des choses, c'est de viser la compétence élevée qui nous empêche d'acquérir la compétence partielle. C'est ça l'idée. Donc, évidemment, ça nécessite beaucoup de changements à l'intérieur même de l'institution scolaire française, vous imaginez bien. Hein. Et je termine avec la dernière recommandation, mettre l'ouverture internationale et interculturelle au cœur de l'enseignement des langues. Aller au contact direct de l'autre doit être une priorité inscrite au cœur de l'enseignement des langues étrangères. C'est joliment dit quand même. Hein. Aller au contact direct de l'autre doit être une priorité inscrite au cœur de l'enseignement des langues étrangères. Avant tout, ce qu'on doit apprendre à faire quand on apprend les langues, c'est rencontrer les gens. Parce que les langues, ça sert quand même avant tout à ça. C'est pas réussir des exercices de grammaire. C'est pas rédiger des belles rédactions. C'est aller à la rencontre des gens. C'est à ça que ça sert. Alors donc, ça veut dire développer la possibilité de les rencontrer, donc l'ouverture internationale, mais pas qu'internationale. Enfin, internationale, ça ne veut pas forcément dire changer de pays. Hein. Il y a plus de 400 langues différentes parlées en France. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller très loin, parce qu'autour de nous vivent des tas de gens qui parlent des tas de langues. Et ça veut donc dire aussi développer l'approche interculturelle, c'est-à-dire celle qui essaye de favoriser la rencontre de l'autre, y compris par des phénomènes culturels non linguistiques que vous connaissez et dont on a déjà parlé. Par exemple, tout ce qui relève de la gestuelle, des règles culturelles de la communication qui mettent en confiance et qui favorisent l'échange. Vous voyez donc que, aussi bien au niveau des didacticiens qui travaillent pour le Conseil de l'Europe qu'au niveau d'une commission parlementaire qui est chargée de faire un audit sur le système éducatif, en gros, on est d'accord. On voit se dessiner des pistes claires sur l'évolution de la méthodologie de l'enseignement des langues en France et en Europe, et puis pourquoi pas ailleurs aussi, évidemment, pour les années qui viennent. Alors évidemment, reste le problème du passage à l'acte. Alors, le passage à l'acte, malgré tout, il est en train de se faire. Ça n'est pas tout ça que de belles utopies. Dans les principes méthodologiques, dans les institutions scolaires et même dans les méthodes, on voit ce genre de choses se développer petit à petit. Alors on a vu ensemble des exemples de cela dans les méthodes récentes qui intègrent l'approche interculturelle. Rappelez-vous, Fréquence Jeune, avec les variétés linguistiques diverses. Rappelez-vous, Libre-Échange, etc., etc. Un certain nombre de méthodes qui intègrent cette diversité linguistique, ce plurilinguisme. Je voudrais donc, pour finir, vous montrer que l'institution elle-même, malgré toutes ces erreurs passées, se rend compte de ces problèmes et essaye d'y remédier. Comme quoi, tout espoir n'est pas perdu. J'ai là 2 documents avec lesquels je vais terminer. D'abord, un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale sur l'enseignement des langues vivantes à l'école primaire, paru l'an dernier, qui a essayé d'observer, maintenant que c'est entré dans les programmes, que c'est devenu une pratique généralisée obligatoire. D'ailleurs, les programmes de 2002 disent très clairement que c'est devenu l'une des priorités de l'école.
Maintenant que c'est fait, la question c'est bon, alors voyons voir comment c'est en train de se mettre en place. Est-ce que ça part dans une bonne direction ou est-ce que ça part dans une mauvaise? Le rapport de l'inspection générale, de ce point de vue-là, fait un bilan qui est mi-figue, mi-raisin, on va dire. Hein. D'une part, qui constate que ça va mieux maintenant qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, évidemment, puisque petit à petit se développe la place des langues plus tôt. Or, on sait par ailleurs, vous savez ça aussi, hein, que c'est avant 10 ans qu'on apprend le mieux les langues. Et si possible même avant 6 ou 7. La scolarité n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans, donc c'est limite de ce point de vue-là. Donc le fait qu'on commence plus tôt, c'est déjà un progrès. Mais en même temps, il constate des dysfonctionnements de l'institution, y compris notamment le problème de la formation et de la qualification des professeurs des écoles, le problème du manque de moyens. Je vois par exemple une partie du rapport qui s'appelle « Des conditions matérielles et horaires insuffisantes ». Et oui, et horaires. Si c'est une priorité, quel temps on lui octroie? Ben pour l'instant, pas grand-chose. Une intégration et un suivi insuffisants. Donc, vous voyez qu'un constat qui, en partie, est sévère ou négatif, mais qui fait des propositions et donc qui se donne les moyens de... Enfin, qui ne fait pas la politique de l'autruche, quoi. Hein, premier début de réflexion. Alors après, est-ce que ça sera suivi des faits? Ça, on va le voir, mais c'est un début. Et puis, et donc, c'est la dernière chose pour aujourd'hui, j'ai sous les yeux les différentes circulaires parues en avril 2002, c'est très récent, qui prévoient l'organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés en France sans maîtrise suffisante de la langue française ou des apprentissages. En clair, c'est ceux qu'on a appelés longtemps les primo-arrivants et qu'on appelle désormais les nouveaux arrivants, c'est-à-dire les jeunes en âge scolaire, donc entre 6 et 16 ans en France, qui arrivent sur le territoire français, qui sont soumis à l'obligation scolaire et qui soit ne parlent pas du tout français, ne maîtrisent pas le français, notamment le français scolaire, soit n'ont jamais été scolarisés, éventuellement même dans leur propre langue. Hein. Donc, désormais, depuis 2002, on a mis en place des dispositifs pour prendre ces élèves en charge de façon explicite. Il y avait des dispositifs précédemment, mais qui étaient des dispositifs beaucoup moins structurés, beaucoup moins larges et beaucoup moins ambitieux. Or, vous voyez bien que là, on est dans la problématique du plurilinguisme. Il y a des gens qui arrivent porteurs d'autres langues, locuteurs d'autres langues, souvent de plusieurs, qui viennent, souvent ils l'espèrent de façon, sinon définitive, en tout cas sur le long terme, s'installer dans la société française. Donc on est dans la question du contact entre les langues. Alors, on met en place de nouvelles structures, on a créé des commissions académiques spécialisées pour évaluer leurs acquis, aider à les placer dans les classes, renverser les obstacles que l'institution oppose à la scolarisation de ces jeunes, y compris quand ils ont plus de 16 ans, qu'ils veulent aller au lycée et que les proviseurs de lycée disent « Ah mais ils ont plus de 16 ans, c'est plus obligatoire, moi je veux pas de ça chez moi ». Ça arrive, hein, je l'ai constaté moi-même. La noble mission du service public de ce point de vue-là, dans la République démocratique, me semble un peu mise à mal, mais bon. Et ça propose aussi des modalités d'intégration pédagogique et linguistique. Et donc, je vous donne de tout petits passages qui vont vous montrer qu'il y a des changements en cours qui sont des changements importants. Le temps de scolarisation en classe ordinaire doit constituer une part importante du temps passé par ces élèves à l'école et, progressivement, la part la plus importante jusqu'à devenir exclusive. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a souvent fait précédemment, on ne les met pas dans des classes ghetto pour non-francophones. On les intègre au maximum avec les autres enfants ou les autres adolescents, parce qu'on pense que c'est la meilleure façon de créer par ces échanges et par ces rencontres qui vont évidemment être plurilingues et interculturelles, leur intégration linguistique et culturelle. Donc on ne les met pas à part. Et puis, autre citation,
On encouragera pour ces élèves la poursuite de l'étude de leur première langue de scolarisation comme langue vivante 1 ou 2 en classe ordinaire ou dans le cadre des enseignements des langues et des cultures d'origine. On précise même, dans le second degré, tout élève peut bénéficier d'une inscription au Centre national d'enseignement à distance, le CNED, prise en charge par l'établissement, c'est l'école qui paye, ce n'est pas la famille, qui souvent d'ailleurs n'en a pas les moyens, si cette langue n'est pas enseignée dans l'établissement ou dans un établissement voisin. Ça veut dire qu'on encourage chez ces jeunes le maintien et le développement des langues qu'ils parlent déjà quand ils arrivent. Au lieu de dire « maintenant, tu es en France, tu vas parler français », ou comme on l'a fait à une époque de dire « on va te maintenir ta langue d'origine parce que tu vas bien rentrer chez toi un de ces quatre », ben oui, il y avait ça, c'était l'époque où on pensait qu'il allait y avoir des retours au pays, puis on s'est rendu compte statistiquement que les retours au pays, surtout pour les enfants, les parents et les grands-parents à la rigueur, mais non, ils étaient devenus français, ils vivaient en France et que leur vie était là, hein. Ça ne marchait pas. Ben non, on leur dit, vous allez devenir des plurilingues, développer votre plurilinguisme, vivre avec les autres, en français et avec vos langues. Et l'institution va même vous aider à garder vos langues. On va vous permettre de vous inscrire prioritairement dans les cours où on les enseigne. Et croyez-moi, ce n'est pas facile, hein, parce que quand vous voyez débarquer un réfugié, qu'est-ce qu'on va prendre en ce moment, argentin, ou qu'est-ce qu'on a en ce moment qui craint un peu en Amérique du Sud, là, colombien, tiens, qui arrive au lycée et qu'on inscrit en cours d'espagnol, vous imaginez la réaction des enseignants. Ben mais attends, il parle déjà espagnol, qu'est-ce qu'il vient faire dans ma classe à la rigueur, il est peut-être même plus à l'aise que moi. Bah oui, plus à l'aise que toi, c'est normal, on ne va pas t'en vouloir, on est tous comme ça, dans les langues qu'on a apprises. Hein. Il y a des réticences. Mais non, les instructions officielles disent il faut les mettre là parce qu'il faut qu'ils continuent à cultiver leur langue et leur culture d'origine. Et s'il n'y en a pas dans l'école où ils sont, et s'il n'y en a pas dans les écoles aux alentours, on va leur payer l'inscription au CNED pour qu'ils puissent quand même, quand c'est possible et quand ça existe, par l'enseignement à distance, continuer à développer leur langue à eux. Vous voyez donc que malgré tout, là c'est récent, c'est 2002, il y a quand même un tournant qui est en train d'être pris vers quelque chose qui est un maintien du plurilinguisme ou un développement du plurilinguisme, au moins d'une partie de la population scolaire. Donc, les rapports dont on parlait précédemment ne sont pas que des vœux utopiques. En même temps, dans les faits, de façon beaucoup plus modeste, bien sûr, mais ça n'est qu'un début, j'espère, on est en train de s'orienter vers quelque chose qui va plutôt être une didactique du plurilinguisme et donc une didactique et une pédagogie des langues, on l'espère, surtout plus agréable et plus efficace, et donc créer un effet boule de neige qui va faire que, j'espère, nos enfants, et probablement plus les vôtres que les miens, bénéficieront de quelque chose qui favorisera la rencontre entre les humains, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse au final, que les gens se rencontrent, se parlent, se comprennent, s'acceptent et aient du bonheur à vivre ensemble. Sur ce, à la prochaine fois.